Move. On est de retour pour la deuxième heure de Yatta. On a changé d'ambiance, on a changé de guest aussi parce que je suis avec Valentin. Comment tu vas, Valentin? Très très bien, et toi? Bah écoute, ça peut que aller bien, je t'avoue. Et pourquoi ça va si bien? Parce qu'avec nous, on a Furuya Usamaru qui est notre invité. Bonjour Furuya Sensei. Ah, bonjour. Vous étiez présent au Festival du Livre de Paris la semaine dernière et ça tombe bien parce qu'on a plein de questions à vous poser. Et j'attaque tout de suite, hein. Désolé Valentin, je te laisse jamais la première place. Sensei, très tôt dans votre carrière, vous développez une espèce de fascination pour un de mes auteurs favoris, Suehiro Maruo. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans son travail? Suehiro Maruo, c'est un auteur que j'ai découvert à 17 ans. En fait, c'était un auteur qui était pour moi une star de la scène underground et pas uniquement du manga. En fait, également, il participait à la troupe de théâtre Tokyo Grand Guignol en réalisant notamment leurs posters. Et puis, il avait aussi des liens avec la scène indé musicale. Et pour moi, ce qui m'a beaucoup impressionné dans son travail, c'était ce mélange de beauté et de laideur, de saleté, de magnificence qui était assez unique en son genre. Et ce qui est tout aussi magnifique, c'est les petits coups de crayon que vous entendez à la radio. Parce que oui, notre invité est en train de nous faire un magnifique shikishi que vous pouvez voir sur Twitch et en replay sur YouTube. Valentin. Oui, moi j'ai remonté un petit peu dans le temps. Enfant, vous avez suivi le cours de manga par correspondance d'Osamu Tezuka. Vous saviez déjà que vous vouliez devenir un mangaka professionnel? À l'âge de 7 ans, en fait, j'étais vraiment fan du travail de Tezuka et j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à ces cours par correspondance que j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, il s'agissait d'une espèce d'arnaque. En fait, c'était une société qui n'avait aucun lien avec Tezuka, qui avait piraté sa méthode de manga et qui faisait son beurre dessus en toute illégalité. Mais bon, peu importe que ça soit légal ou non, ça m'a vraiment beaucoup stimulé pour la suite de ma carrière. Du coup, est-ce que parmi ces conseils usurpés, il y en a certains que vous utilisez encore aujourd'hui? Alors, il y a des éléments en fait que j'ai pas vraiment repris à mon compte parce que son style est aujourd'hui daté de plus de 40 ans, notamment dans le style de Tezuka, quand il s'agit d'exprimer la surprise, on a des yeux vraiment complètement qui sortent de leurs orbites. Quand des personnages se battent ou se disputent, on voit des petits nuages de poussière, donc ce sont des petites techniques de mise en scène qui sont aujourd'hui un peu connotées, mais concernant son trait, il y a une exigence, une recherche de la fluidité que je conserve encore aujourd'hui. Tout à l'heure, vous parliez de beau dans du sordide. Et on a un auteur français qui s'appelait Baudelaire et qui disait « Le beau est toujours bizarre ». Et dans vos œuvres, vous aimez bien montrer ce qu'il y a de pire chez l'être humain, mais en le montrant au lecteur de façon assez poétique et belle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine de trouver du beau dans du grotesque ? Oui, je pense qu'il y a chez moi une espèce de recherche de la beauté dans les scènes les plus tragiques ou les plus violentes. Je peux vous en donner 2 exemples. Il y en a un dans mon adaptation du roman La déchéance d'un homme. En fait, on voit le personnage principal vraiment sombrer dans la drogue et devenir une espèce de loque humaine à la fin de l'histoire. Et malgré tout, dans cette chute, quelque chose de poignant, de tragique et de finalement assez beau, que j'ai voulu en tout cas représenter. Et puis dans ma série Litchi Ikari Club, il y a une scène de massacre en fait, où on voit la mort de plusieurs personnages, que j'ai voulu aussi représenter de manière assez belle malgré toute sa violence. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, mine de rien, parce qu'il y a cet élan de violence dans vos œuvres. Est-ce que c'est une espèce de forme de libération quand on dessine autant de violence ? Oui, en fait, je pense que je peux pas nier que chez moi, il y a des espèces de pulsions auxquelles j'ai du mal à résister et que je dois exprimer à travers mes mangas.
Mais par ailleurs, il y a aussi, disons, pour moi, dans ce motif de la violence, il répond en fait à des besoins d'ordre plutôt narratif. Pour moi, il s'agit de montrer la manière dont mes personnages vont surmonter des épreuves qu'ils traversent et donc parfois des scènes violentes. Ils vont devoir surpasser la douleur qu'ils éprouvent et donc c'est aussi pour pouvoir raconter leur évolution que je me mets à représenter des passages assez violents. Pour rester dans la thématique graphique et de la représentation, vous jonglez aussi bien avec le photoréalisme, le kawaii et même le surréalisme. Est-ce qu'il y a un genre qui vous est plus naturel ? Dans mon travail, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs, disons, composantes ou piliers, si on peut dire. Il y a une veine un peu tournée vers la comédie, une plutôt tournée vers la tragédie et un peu, disons, la chute que peuvent connaître des groupes d'individus. Il y a aussi une veine un peu plus littéraire et puis une autre un peu plus romantique où je raconte finalement la dureté, la douleur de la jeunesse. Pour moi, il n'y a pas vraiment de style plus difficile ou facile à adopter plus qu'un autre. C'est vraiment, je m'adapte en fonction des besoins de mes histoires. Bah justement, est-ce qu'il y aurait peut-être une thématique ou un genre que vous n'avez pas encore traité mais que vous aimeriez faire dans une future œuvre ? Alors il y a un genre auquel je ne me suis pas encore frotté, c'est celui de l'horreur. Pas tellement celle que j'envisage d'explorer, c'est pas tellement l'horreur peuplée de fantômes, c'est plutôt la terreur psychologique, l'horreur qui peut surgir au quotidien, dont on peut imaginer être soi-même victime un jour, ou bien le registre des légendes urbaines. C'est un peu ce genre-là auquel j'ai envie de m'essayer un peu plus tard. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez une œuvre horrifique que vous aimez, un film, un roman, un manga ? Alors, je peux vous citer deux œuvres qui m'ont vraiment marqué, deux mangas qui m'ont marqué. Il y en a un qui s'appelle Eko Eko Azala, qui est vraiment un classique du manga d'horreur, dans lequel il est question d'invocation de démons en tout genre. Et puis, un autre manga qui m'a vraiment marqué, c'est celui de Minataro Mochizuki, qui est un one-shot, en fait, qui s'appelle, alors je ne sais plus en français le titre exact, mais c'est un truc comme la femme de la chambre close. C'est l'histoire d'un jeune homme qui habite dans un appartement tout ce qu'il y a de plus banal et qui un jour a une nouvelle voisine qui est une femme un peu mystérieuse et assez inquiétante et donc qui va vraiment transformer son quotidien en une succession de moments d'angoisse complètement imprévisibles. Pour rester dans la thématique de l'inspiration, la religion, et particulièrement la religion chrétienne, a une place non négligeable au sein de votre œuvre. Pourquoi ? Alors certes, j'ai évoqué la religion chrétienne dans plusieurs de mes œuvres, mais c'est pas tellement ce sujet en lui-même qui m'intéressait. À chaque fois, c'était plutôt un moyen détourné ou un prétexte pour raconter autre chose. Dans Palais Poli, par exemple, Palais Poli, c'est donc un one-shot dans lequel il y a une succession de strips en 4 cases, dans lesquels j'ai essayé de tourner en dérision à peu près tout et n'importe quoi, tout ce que j'avais pu voir, constater, ceux au sujet duquel j'avais lu, ce que j'avais pu voir en tant que film, etc. Donc que ce soit la pop culture ou la religion, pour moi, tout était mis sur le même plan et subi au mauvais traitement de ma fantaisie. Et puis dans la croisade des innocents, là je raconte la croisade des enfants au Moyen-Âge. Il ne s'agissait pas pour moi de raconter une histoire qui touche particulièrement à la religion chrétienne. Il se trouve que c'est le cas, mais ce qui m'intéressait, c'était surtout de montrer comment un groupe d'enfants animés de convictions très puissantes, en suivant leurs idéaux, se retrouvent confrontés à des épreuves terribles et finalement le sort qui les attend à la fin. Donc là, c'était plutôt un outil pour raconter ce genre de schéma scénaristique. Et puis dans la musique de Marie, alors là, je ne parle pas vraiment de religion chrétienne, c'est plutôt ce qui m'intéressait comme
thème, c'était celui de la foi et de l'amour. Ok, je vais juste rebondir un tout petit peu sur la croisade des innocents qui se passe en 1212. En fait, il y a plusieurs croisades. Alors, c'est une double question. Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette histoire? Comment est-ce que vous avez découvert ça? Quel est votre processus de recherche? Et ensuite, pourquoi avoir choisi la croisade des Français et pas celle des Allemands ou des Polonais? Alors en fait, cette histoire de la croisade des enfants, je l'ai découverte grâce à un documentaire sur lequel je suis tombé en fait sur la chaîne historique. Je pense qu'en fait, il s'agissait d'une retransmission d'un documentaire français qui avait été traduit pour l'occasion. Mais ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre. En fait, on ne sait pas si cette histoire a vraiment eu lieu. On ne sait pas non plus si cette troupe était constituée uniquement d'enfants ou pas. Et finalement, c'est tout ce mystère qui m'a fasciné et aussi qui m'a laisser envisager la possibilité de raconter une histoire en comblant de manière assez libre tous les blancs, en fait, tous les trous qu'il y a dans cette histoire. Et évidemment, j'aurais pu m'attarder sur d'autres croisades, mais la manière dont on a traduit en japonais le nom de cette croisade, c'est, disons en japonais, ça donne quelque chose comme la croisade des jeunes garçons. Moi, ça m'a beaucoup parlé, en fait, et ça a tout de suite stimulé mon imagination. Et c'est pour ça que je n'ai pas choisi de mettre de personnages féminins, hormis un qui apparaît, et puis il n'y a pas d'adultes qui composent le groupe non plus. Je vais aussi rebondir comme toi, Valentin, pour revenir sur la question précédente, parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de ces fameuses histoires en 4 cases qu'on appelle les yonkoma en japonais. Donc, pour faire simple, c'est vous avez une histoire, 4 cases, et ça se finit, il y a une chute à la fin. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est un exercice difficile quand même? Parce que tout recentrer en 4 cases, c'est souvent plus de la comédie. Faut trouver le bon timing et la chute surtout. Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît et qui vous challenge un peu? En réalité, les strips en 4 cases qu'on appelle au Japon les yonkoma, c'est la forme la plus basique de manga. En fait, c'est la forme la plus primitive de manga qui a existé, et c'est ce qu'on apprend aussi pour s'exercer à l'écriture de manga. Moi, en fait, j'ai fait des études d'art plastique à l'université. Avant ça, j'ai passé mon enfance et ma jeune adolescence, mes années d'école primaire et de collège à dessiner des mangas, mais ensuite il y a eu un blanc, une période d'environ 10 ans pendant laquelle j'ai arrêté de faire du manga, et quand j'ai voulu m'y remettre à l'âge de 24 ans, je me suis aperçu que je connaissais rien aux techniques de narration, je savais pas comment faire un découpage, etc. Donc j'ai voulu recommencer par les bases et revenir à Tezuka, en fait, encore une fois, qui lui aussi, au début de sa carrière, a dessiné des strips en 4 cases, et c'est comme ça que j'ai conçu Palais Poli, en fait, pour apprendre à dessiner des mangas. La question que je me pose, c'est que, effectivement, quand on pense au manga ou même à un autre genre artistique, on pense il faut savoir dessiner, l'anatomie, etc. Mais comment on apprend le découpage, la narration? Comment ça s'apprend, ça? En fait, j'ai eu la chance qu'après Palais Poli, donc mon premier manga qui était composé uniquement de strips en 4 cases, de recevoir beaucoup de propositions, en fait, de commandes de la part d'éditeurs, et là où ça a été vraiment facile pour moi, c'est que au début il s'agissait de réaliser des choses assez modestes, donc d'abord une histoire en 1 page, et puis en 2 pages, et puis ensuite c'est passé à 16 pages, puis à 32 pages, et donc petit à petit le niveau a pu augmenter en difficulté, mais en me laissant le temps de progresser. Et l'aboutissement de tout ça, ça a été la musique de Marie, donc une série qui, au final, a été publiée en 2 tomes.
Litchi et Ikari Club est une adaptation d'une pièce de théâtre. Quels sont les plus gros défis quand on adapte une pièce en manga, ce changement de médium, de rythme narratif? Cette pièce, elle a été jouée en fait dans un tout petit théâtre qui pouvait accueillir à peine 200 personnes. Et moi, quand j'ai envisagé de faire une adaptation en manga de cette pièce, il s'était déjà écoulé 20 ans. Et en fait, à l'époque où cette pièce a été jouée, il n'y a pas eu de captation vidéo et il n'y avait même pas de texte de la pièce de disponible. Donc j'ai commencé par mener un peu l'enquête sur un réseau social japonais qui s'appelle Mixi. Et j'ai fait appel à des spectateurs de l'époque. J'ai demandé en fait s'il y avait des gens qui avaient vu cette pièce, qui pouvaient partager leurs souvenirs avec moi. Et puis ça m'a permis aussi de contacter des personnes qui avaient travaillé sur cette pièce. Et ensuite, après avoir réuni tout ce matériau, j'ai travaillé à mon adaptation. Mais effectivement, je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter de la transposer en manga telle qu'elle. Et finalement, j'en ai repris les grandes lignes, mais en ce qui concerne l'écriture des personnages et même, disons, la tournure que prend l'histoire, j'ai pris certaines libertés. On va rester un peu sur Litchi Hikaru Club parce que je considère que c'est l'un de vos chefs-d'œuvre, et j'ai bien dit au pluriel parce qu'il y en a plusieurs, parce que vous avez collaboré avec un auteur qui perce de plus en plus, Yama Wayama, en nous offrant une nouvelle facette de votre œuvre phare, Litchi Hikaru Club Collection, qui est juste ici. Je vais me le montrer à la caméra. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette rencontre et justement cette collaboration? Alors en fait, je savais dès l'époque où Madame Wayama était encore une autrice inconnue du public, qui n'avait pas encore, disons, été éditée de manière professionnelle. J'avais déjà commencé à suivre son travail parce qu'elle avait publié sur Internet du fan art inspiré de Litchi Hikari Club. Et lorsqu'elle a publié son premier ouvrage, son éditeur m'a demandé d'écrire un petit commentaire sur le bandeau promotionnel. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Et je savais donc qu'elle avait produit un certain nombre d'illustrations inspirées de Litchi Hikari Club. Et c'est moi qui ai été la chercher, lui proposer de collaborer à ce recueil. Pour moi, il s'agissait d'une transmission de témoins, en fait, comme dans une course de relais, de la même manière que moi, j'avais pris ce bâton d'une course de relais de la part de la troupe Tokyo Grand Guignol, qui avait donc écrit l'histoire de Litchi Hikari Club. Moi, je voulais passer à la génération suivante ce témoin, et donc c'est comme ça que je lui ai contacté pour qu'on travaille à ce livre. Pour enchaîner sur votre travail, vous avez déclaré en interview que sur vos longues séries, vous ne préparez pas la fin de l'histoire, que vous vous laissez guider par l'évolution des personnages. Alors moi, j'ai envie de manière très curieuse, vous demander quelle est l'évolution de personnage qui vous a le plus surpris et donc la fin à laquelle vous attendiez le moins. En fait, j'ai écrit certaines de mes longues séries en ayant déjà une idée de la manière dont j'allais les faire évoluer l'histoire et aussi conclure cette histoire. C'est le cas notamment de la musique de Marie, parce que je savais déjà que je voulais introduire un retournement de situation à la fin. Donc pour cela, naturellement, il fallait que j'établisse déjà la conclusion avant de commencer à travailler dessus. Pour certaines, effectivement, je me laisse un peu plus porter par ma plume et je ne prévois pas tout à l'avance. C'est le cas notamment de la Croisade des Innocents. Donc c'est une série en 3 tomes et j'avais, au moment de la démarrer, décidé que le premier serait, disons, un récit d'une tonalité plutôt joyeuse. Le second, verrait plutôt une succession de scènes dans lesquelles les personnages traversent des épreuves très douloureuses. Et puis pour le troisième, je m'étais laissé
disons, une grande inconnue, parce que tout ce récit commence par justement la narration de l'épopée par un personnage que le lecteur ne peut pas identifier, en fait, et son identité n'est révélée qu'à la fin. Et moi-même, avant d'écrire la conclusion de cette série, je ne savais pas lequel de mes personnages avait survécu pour raconter toute cette histoire. En parlant de fin de manga, bon, c'est le moment pas fun de l'interview, mais il y a toujours une lueur d'espoir dans le chaos que vous créez, et avec les événements actuels que l'on peut observer un peu partout dans le monde, est-ce que vous parvenez à toujours garder cet espoir malgré tout ? Oui, c'est certain que, bon, comme vous, je suis assez inquiet concernant la situation, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, l'impact des décisions de Donald Trump, quelles conséquences ça va avoir sur le monde. Cela dit, bon, moi, en tant que Japonais, je suis plutôt habitué à être un peu inquiet, angoissé par ne serait-ce que la possibilité qu'un grand tremblement de terre ne détruise une ville ou le pays. Donc il y a cette angoisse, j'y suis un peu habitué, et en même temps elle est toujours tempérée par des nouvelles un peu plus légères qui me réconfortent et qui m'aident pas à relativiser, mais disons à avoir foi en fait en l'avenir, même si pour l'instant les perspectives sont assez sombres. Alors, on va rester sur une perspective un peu bizarre. Vous avez déclaré aussi dans une interview que réaliser un manga, c'est comme tomber amoureux de l'histoire que vous souhaitez raconter. Hein. C'est pour ça qu'on s'engage envers une histoire. Mais comment vous vivez la fin d'un manga ? Est-ce que c'est une rupture, un divorce ? Est-ce qu'il y a forcément une période de mélancolie ? Alors oui, cette histoire de tomber amoureux d'une histoire, d'un scénario ou d'un univers, cette période de lune de miel, c'est plutôt dans la phase préparatoire, dans la phase d'écriture de la série, où là on se met à imaginer, à faire plein de projets, etc. Mais quand on entre vraiment dans le dur, quand on se met à dessiner, là l'expérience de l'auteur pour moi se rapproche plutôt de celle d'un marathonien, même si on traverse des moments difficiles ou heureux, il y a disons, on doit tenir bon coûte que coûte, parfois pendant des années, et ce, peu importe la réaction du public, en fait. C'est un peu finalement comme se retrouver en prison que de dessiner un manga. Même si la série ne rencontre pas de succès, on est plus ou moins contraint, à moins que les choses ne s'aggravent vraiment, mais de continuer. Et puis si elle rencontre le succès, là on est obligé de peut-être la prolonger un peu plus longtemps. Donc quand je termine une série, c'est un peu comme si je franchissais la ligne d'arrivée d'un marathon. この作品とともに生きていきたいと思うような気持ちにはなっています。でもやがて例えば結婚に例えるのは分かんないんですけども、マラソンのような気持ちになります。Vous êtes merveilleux, vous me faites une transition toute faite. Parce que j'aimerais savoir un peu votre regard sur l'état actuel du marché du manga au Japon. Est-ce que vous êtes en colère, triste, ravi ? Et c'est quoi les derniers mangas qui vous ont marqué ? Alors, en ce qui concerne la situation du manga au Japon, c'est vrai que je constate un durcissement en fait des exigences du public et des éditeurs concernant leur travail, leurs histoires. Aujourd'hui, personne n'est vraiment à l'abri de susciter une polémique sur les réseaux sociaux. Donc là, on est tous un petit peu tendus, je pense, à cet égard. Et puis, en ce qui concerne mon plan un peu plus personnel,
je travaillais en fait sur un projet de série pour un gros éditeur au Japon et je lui avais livré les storyboards de 4 épisodes de cette histoire. Et en fait, à ce stade-là de la pré-production, si on peut dire, le département légal de cette maison d'édition m'a dit que en fait, ça serait pas possible de sortir un tel manga, que ça poserait trop de problèmes. Et donc, ce projet a été annulé, en tout cas avec cet éditeur-là, parce que j'ai été ensuite démarché l'éditeur japonais de Litchi Ikari Club. Et j'ai aussi été en fait proposer ce même projet à un éditeur italien, et il se trouve que donc la version italienne de cette nouvelle série vient de sortir donc la semaine dernière en Italie. Donc voilà, c'est pour un peu vous donner un exemple assez concret du durcissement des conditions pas de travail, mais disons de la ligne éditoriale du manga. Moi, je ne suis pas du tout en colère, mais c'est plus difficile aujourd'hui qu'autrefois de dessiner avec liberté, de dessiner vraiment tout ce qu'on souhaite et de la manière dont on le souhaite. Et puis en ce qui concerne donc, les mangas qui ont pu me plaire récemment, on parlait de Yama Wayama, et j'aime beaucoup son travail. Je trouve que c'est des mangas à chaque fois qui sont très réconfortants et qui me font beaucoup rire. Alors, on l'a dit, vos œuvres sont poignantes. On peut même aller plus loin. On peut dire que c'est des œuvres, on ne sort pas indemne à la lecture de vos œuvres. Comment vous, en tant qu'auteur, vous protégez mentalement pour ne pas être atteint par ce que vous écrivez ? Eh bien, en fait, moi, en tant que lecteur, je me suis aperçu que justement, comme vous dites, les histoires qui ne nous laissent pas indemnes sont souvent celles qui restent le plus longtemps gravées en nous. Et de cette manière, j'ai voulu m'inspirer un peu des livres ou des films qui ont pu m'influencer et me marquer très profondément. Et en fait, je pense que je ne me protège pas vraiment quand je dessine des mangas. Il m'arrive souvent en reposant mon crayon de me dire que effectivement j'ai raconté quelque chose de très pesant, mais en fait je reçois du courrier des lecteurs, et il m'arrive assez aussi régulièrement que même lorsque la série montre que tous les personnages finissent par être tués à la fin, eh bien certains lecteurs ou lectrices me disent même cette scène absolument tragique, bizarrement, elle m'a donné de l'espoir. Même cette autre scène extrêmement dure, eh bien, elle m'a donné du courage. Et en fait, autrefois, j'avais un peu d'hésitation ou de scrupule à représenter ce genre de scène, et en voyant quelles disons, conséquences positives elles peuvent avoir sur mes lecteurs, aujourd'hui je n'ai beaucoup plus, je n'ai beaucoup moins d'hésitation à le faire. Bah écoutez, Furuya Sensei, merci énormément d'être resté avec nous pendant une bonne heure. Merci à vous. On rappelle que les mangas de Furuya Usamaru sont disponibles chez IMHO. J'ai appris comment on le dit, c'est pas IMO. Merci Valentin. Donc vous pouvez tous les retrouver directement chez IMHO. Rapidement, Sensei, est-ce qu'il y en a un dont vous êtes le plus fier peut-être ? Je pense que l'œuvre dont je suis la plus fier parmi celles qui sont là, c'est Palais Poli. Donc c'est mon premier manga. C'est vraiment une œuvre dans laquelle j'ai vraiment voulu mettre tout ce que j'avais en moi, tout ce que je savais faire sur le plan technique et aussi en termes d'imaginaire. C'est une série en fait pour laquelle il était assez fréquent que je consacre 2 à 3 jours de dessin pour réaliser une seule case. Donc j'ai vraiment tout donné sur cette série, et ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, et ça m'a permis de continuer à dessiner depuis maintenant environ 30 ans. Maintenant, vous savez quoi faire. Palais Poli, disponible, c'est chez IMHO, ainsi que toutes les autres œuvres. Si vous voulez mon petit avis, Litchi Hikaru Club, foncez. C'est un merveilleux manga. Encore merci, Furuya Sensei, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Val, qui est toujours avec moi. Merci à toi. Merci Aurélien pour l'interprétariat. Merci à la régie, Nico, Jihad, à Face et à Shahid, bien entendu. Vous savez maintenant, on se retrouve dès la semaine prochaine, mercredi, même heure, 19h, 21h, sur Yatta. Bye bye.